Buongiorno, sono Romeo Farinella, professore di urbanistica all'Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura. Oggi iniziamo una serie di interviste sul tema del come sarà la città dopo il Covid-19, che segue la tavola rotonda, il seminario che abbiamo svolto il 6 maggio 2020 e che ha visto il coinvolgimento di diversi colleghi dei laboratori di urbanistica del Dipartimento di Architettura di Ferrara, ma anche di università con le quali normalmente collaboriamo, e in particolare il professor Walter Caldana dell'Università Presbiteriana Mackenzie di San Paolo in Brasile e il professor Julio Echeverria dell'Università Centrale di Quito in Ecuador. Oggi continuiamo questa riflessione con appunto un'intervista al professor Mouhamadou Diakhaté, geografo, urbanista, professore all'Università Gaston Berger di Saint-Louis du Sénégal, dove dirige anche un laboratorio di ricerca che si chiama Pateo, in collaborazione con la Sorbonne Université e con l'IRD, che è l'Istitut Recherche et Développement. E quindi io presenterò ora alcune questioni al professor Diakhaté e per una ventina di minuti il professor Diakhaté ci parlerà della sua esperienza, di come sta vivendo questa situazione in quanto appunto cittadino del Senegal, quindi africano, e quindi in un contesto molto diverso dal nostro. L'intervista verrà svolta in francese e quindi andiamo ad iniziare. Monsieur Diakhaté, bonjour. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre disponibilité à partager avec nous ce moment de réflexion et sur les problèmes qui touchent tout le monde. Et je commence l'entretien avec une réflexion, une très brève réflexion et une question générale que je vous pose et après je vous donne la parole. Depuis le début de l'épidémie Covid-19, de nombreux experts ont tenté d'expliquer les origines et la nature de ces virus. Cette explication n'a pas toujours été claire, à mon avis, et plusieurs explications ont émergé dans les débats. En tout cas, il est clair qu'il existe une corrélation entre la nature de ces virus et la crise écologique qui connaît la planète. Les modes de vie des gens dans les villes, dans les lieux collectifs, dans les espaces publics ne peut pas être généralisé. Dans le monde, il existe des conditions de logement, d'urbanisation qui sont très différentes. Et maintenant, il y a presque 8 milliards de personnes qui vivent sur la planète. Et à peu près 3 milliards de personnes y habitent dans des conditions qui sont d'émergence, qui sont critiques. Beaucoup habitent dans la métropole et donc dans des conditions de promiscuité qui ne permettent pas ce que nous, Européens et nous, Italiens, appelons la distance sociale. Des milliards de personnes habitent dans les favelas, ils habitent dans les bidonvilles, ils habitent dans les villes misérias, et en Amérique latine, en Afrique, en Orient, et souvent les jeunes vivent dans la rue parce que les logements sont petits, sont précaires, et donc impossible de vivre avec une distance sociale avec les voisines. Et il faut donc de manière générale travailler, je pense, sur la prévention, bien sûr, mais aussi sur la crise écologique et sur les modèles de développement. Il faut travailler sur les conséquences désastreuses des inégalités, par exemple la faiblesse de la santé publique pour les plus pauvres. Il faut renforcer, je pense, la solidarité entre les citoyennes et dans les pays, à l'intérieur du pays, mais aussi entre pays différents. Par rapport à la ville, je pense que nous devons travailler sur la spécificité de chaque contexte et culture urbaine et de travailler sur l'amélioration des villes que nous avons et pas sur l'invention des situations fantastiques qui ne sont pas réelles. En Europe, on a assisté dans ces dernières semaines, à mon avis, à une banalisation de ces débats sur la presse nationale,
où des archistards ont été interrogés et ont généralisé des solutions. Il faut aller vivre dans la campagne, il faut habiter dans des appartements où d'au moins 60 mètres carrés avec des espaces de smart working, et des conditions qui sont impossibles pour la grande partie des populations urbaines qui vivent dans la précarité, qui vivent dans la pauvreté. Donc, quel est ton point de vue en tant que géographe et urbaniste africaine, et donc en tant que citoyen d'un continent, d'un pays où les problèmes de la croissance urbaine d'un côté et de la condition de vie de l'autre dans les villes sont extrêmement problématiques par rapport aussi au changement climatique? Merci beaucoup, cher collègue et ami Roméo. Permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances les plus attristées aux familles italiennes qui ont été touchées par ce coronavirus, et répondre tout de suite pour dire que c'est l'une des plus grandes catastrophes qui s'est abattue sur le monde, et plus particulièrement sur l'Afrique, et plus singulièrement justement sur le Sénégal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un continent, et pour parler du cas du Sénégal, un pays qui est fragile, malgré l'expérience que nous avons des maladies qui sont endémiques, comme le paludisme, la malaria. Nous avons une bonne connaissance de ce type de problème, parce que régulièrement, chaque année ou tous les 2 ans, il y a une nouvelle maladie qui fait irruption. Il y a Ebola il n'y a pas très longtemps, au-delà des grippes saisonnières. Donc, sur le plan médical, on vit quasiment de façon permanente ces crises. Mais cela ne signifie pas que nous sommes adaptés à ce genre de problème, que nous pouvons supporter ce genre de problème, que nous sommes même résilients. Cette crise, la maladie à coronavirus COVID-19, a démontré que nous devons radicalement changer de paradigme, changer de mode de vie. Pourquoi je dis ça? Parce que, en ce qui concerne le Sénégal, nous sommes un pays qui avait été sur une rampe de lancement avec des taux de croissance chaque année, répétés chaque année, qui pouvaient nous donner quand même un certain espoir. Mais il a suffi l'apparition du coronavirus pour que le système se remette en cause. Parce que là, les assises, les bases de notre économie sont des bases qui sont en fait très, très fragiles. Parce que, tout simplement, on a un secteur primaire qui est très, 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 très large, mais dans ce secteur-là, rien n'est consolidé, rien n'est solide. Par exemple, pour la personne qui travaille au Sénégal, les actifs, nous sommes autour de 4 à 5 millions. Et parmi ces 4 à 5 millions, il y a à peu près près de 4 millions ou plus de 4 millions de personnes qui travaillent dans le secteur informel. Et quand ces gens travaillent dans le secteur informel, ils n'ont pas de revenus permanents, et c'est au jour le jour qu'ils vivent, au jour quotidiennement qu'ils vont dans leurs activités pour aller chercher la dépense, ce qu'on appelle chez nous la dépense quotidienne. C'est le cas des maçons, c'est le cas des menuisiers, c'est le cas des commerçants, c'est le cas des marchands ambulants, c'est le cas en tout cas de tous les petits métiers, et les métiers de l'artisanat sont tous pratiquement vivent tous pratiquement au jour le jour et sous le seuil de pauvreté. L'autre aspect, c'est que nous avons des espaces de vie.
Et nos espaces de vie sont les marchés, parce que toutes les personnes et tous les jours, les femmes vont au marché, s'approvisionnent au quotidien en denrées de première nécessité. Même si dans les villes, on a des moyens, des réfrigérateurs, des congélateurs, ce n'est pas le lot de tout le monde. Dans le monde rural, par exemple, aussi, c'est le marché qui constitue le point de rencontre, le point d'échange. Là où on peut échanger une poule, un mouton, une chèvre contre de l'argent pour pouvoir aller acheter quelque chose. Donc, ces marchés constituent à la fois un lieu d'échange, mais aussi une sorte de banque où l'on troque ses biens pour pouvoir disposer de l'argent. Donc, l'État, en interdisant ces rassemblements au niveau des marchés, voire aussi au niveau des lieux de culte, parce que nous sommes un pays qui est à près de 95% musulmans, les lieux de culte sont les lieux de rassemblement quotidien, 5 fois par jour, et c'est là où se traitent la plupart des rapports sociaux. Donc, cela a complètement déstructuré le mode de vie des Sénégalais. Et aussi bien dans le monde urbain, en ville, que dans les villages. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, effectivement, la maladie est apparue au Sénégal le 2 mars dernier, il y a maintenant plus de 2 mois. Et c'était le cas zéro, qui était un cas importé. C'est un touriste français qui l'a ramené au Sénégal. Et ce cas importé a commencé justement à permettre la diffusion du virus au Sénégal. De ce premier cas zéro, maintenant, nous en sommes à plus de 2000 cas, dont 890 guéris, mais nous avons enregistré 25 morts. Et on s'est posé des questions. Est-ce que c'est dû à la jeunesse de la population? Est-ce que c'est dû parce que nous avons un facteur immunitaire qui s'est renforcé? Parce que toujours étant en contact, soit à des parasites, soit à des virus, qui fait que on a eu donc un système immunitaire beaucoup plus à même de supporter, en tout cas, les contre-coups de ce virus. Les gens s'interrogent. Mais nous ne perdons pas de vue que c'est un virus qui est extrêmement contagieux, qui actuellement avait, jusqu'à ce que récemment le président de la République décrète la levée, hein, si on peut le dire comme ça, de ce semi-confinement, parce qu'on ne pouvait confiner personne. Ce que l'Europe a fait, arrêter les villes de fonctionner, le Sénégal ne peut pas le faire. Si on le fait, eh bien, nous tombons en faillite. Ce sont les émeutes. Les gens vont sortir. Et les gens avaient même commencé à défier l'autorité de l'État. Il y a eu, même il y a 3 jours de cela, un climat de tension insurrectionnelle. Parce que les gens ne pouvaient pas supporter le couvre-feu, parce qu'un couvre-feu a été décrété de 6 heures du matin dans un premier temps à 20 heures. Maintenant, le couvre-feu a été allégé et est décrété de 5 heures du matin à 21 heures. Mais cela n'empêche pas que ça restreint à la fois les libertés, mais aussi les possibilités pour les gens de trouver de quoi vivre. Donc, nous avons vu que nous avons bâti des villes, nous avons des relations sociales, peut-être qu'il faudrait corriger à l'aune de ce qui se passe actuellement, et nous pensons que cela va continuer à se développer parce que le changement climatique, certainement, y est pour quelque chose, et nous, en tout cas, dans nos laboratoires, nous sommes en train de travailler, de voir quelles sont les relations qu'il peut y avoir entre les manifestations, ou en tout cas les conséquences visibles, invisibles, directes ou indirectes des effets du changement climatique dans toutes ces manifestations de fragilité
que nous vivons, donc COVID-19. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et qui est très important, c'est que dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos quartiers, et surtout dans les quartiers les plus pauvres, il y a une promiscuité qui est extraordinaire. Dans une concession qui est conçue pour recevoir 5 à 10 personnes, en moyenne, 30 personnes résident dans ces concessions. Si on prend le cas de Saint-Louis, il y a un quartier qu'on appelle le quartier de Guet-Ndar, le quartier de Santhiaba ou le quartier de Gokumbach. Là, on trouve les plus fortes concentrations humaines en Afrique. Parce que nous sommes dans une sorte d'île, et cette île-là, la bande de terre est large de 300 mètres, longue d'à peu près 8 km, avec la brèche qui a été ouverte ces dernières années, et on y enregistre les concentrations les plus denses en ville, les plus denses en Afrique. Et donc, un virus comme ça, qui se transmet par contagion, hein, nous connaissons les gestes barrières, etc., mais il est quasiment impossible qu'il y ait une distanciation sociale, comme on dit. Nous-mêmes, on enlève le mot social, l'adjectif, le qualificatif social, pour dire distanciation physique. Parce que c'est beaucoup plus approprié à notre pays, la distanciation physique, que la distanciation sociale, parce que socialement, nous sommes tous sur le même pied, et c'est physiquement, c'est de manière physique qu'il faut traiter le problème. Ce qu'il faut dire aussi concernant le coronavirus, c'est que nous sommes conscients qu'il faut que nous changions les aspects de nos villes. Nous avons commencé à travailler déjà sur les smart cities, les villes intelligentes, hein, pour moderniser, hein, la ville, en tout cas créer la ville sénégalaise de demain. Et le pôle urbain de Diamniadio en constitue un exemple qui est patent. Et on se pose la question, à savoir, est-ce que maintenant, il ne faut pas pousser plus loin la réflexion de sorte à revenir dans des agglomérations, hein, inspirées par nos traditions. Et nos traditions faisaient qu'on habitait dans des espaces qui étaient aérés, on habitait dans des espaces qui étaient vivables, qui permettaient vraiment à ce qu'une communauté trouve tous les moyens pour vivre, hein, dans ces espaces-là. Les moyens de production économique, mais aussi de reproduction sociale. Donc, quelque part, il y a un appel à une grande réflexion pour voir quel est le profil de société que nous devons adapter à ces problématiques qui se posent avec beaucoup de régularité, émergence de nouvelles maladies, de nouveaux problèmes environnementaux. On a vu qu'avec les villes, comme la ville de Dakar, il était extrêmement difficile de gérer nos ordures, les déchets, les ordures ménagères. Actuellement, de gros efforts sont réalisés, sont faits pour gérer ces déchets-là, mais on sait que ce n'est pas suffisant. Donc, il faut que l'on réinvente une ville, un nouveau profil de ville, africaine, ancré dans la tradition, mais aussi ouvert sur la modernité pour pouvoir recevoir avec résilience tous ces problèmes qui ne manqueront pas de se poser dans ce siècle débutant.
questions que les professeurs d'éducation a posées sont vraiment très riches et très intéressantes. Et il y a des questions qui retournent par rapport à les séminaires qu'on a fait l'autre fois. Quand Oui. les collègues d'Équateur, il a dit la même chose que tu as dit, c'est-à-dire qu'en Équateur, le virus est arrivé à travers une européenne, que le virus de la Chine est arrivé en Europe, et de l'Europe est arrivé en Équateur. Et donc, les Européennes ont été des exportateurs de virus dans le monde. Oui. Et ça, c'est Ouais. une conséquence d'un côté de la globalisation. Oui, tout à fait. Voilà. Et qu'il ne faut pas stopper, mais il faut la repenser, probablement. C'est ça. Et surtout, c'est un problème aussi des disparités sociales dans les villes, parce que la question que les collègues de Giulia Civeri a posée est que le virus est arrivé en Équateur, à Quito et dans les autres villes, avant dans les familles riches, où ils travaillent les personnes pauvres qui habitent dans les quartiers défavorisés, dans les favelas, et voilà, et ont pris le virus dans les habitants riches de la ville et ils l'ont diffusé dans des quartiers où il n'y a pas les conditions de vie que tu as décrit, c'est-à-dire la possibilité de la distanciation sociale, que ce n'est pas possible dans une grande partie des quartiers où des millions de personnes vivent aujourd'hui dans le monde. Impossible, ouais. Et donc, je pense que la question que tu as posée de repenser la ville, c'est fondamental. C'est-à-dire que je pense que nous avons bien sûr des questions d'aujourd'hui sanitaires à régler, les vaccins et voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut cette expérience, il faut les poser dans une perspective qu'il pose la question du changement des modes de vie, qui pose au centre la question des changements climatiques, une façon de penser, d'organiser notre ville. Mais je te pose une dernière question mais que tu penses que dans cette situation, il sera nécessaire, c'est plus la possibilité de penser à une sorte de coopération globale. Il ne faut pas penser que chacun il va résoudre son problème dans son pays. Il faut se confronter, il faut se confronter sur l'expérience, il faut travailler sur à mon avis, aussi sur le rôle stratégique du secteur public, surtout Oui. dans le domaine de la santé. Ça, c'est l'expérience en Europe, on a montré que l'importance du secteur public était fondamentale pour gérer les virus. Et donc, je pense, et je voudrais écouter une réflexion sur ça, c'est dans les prochains jours, semaines, mois, il faudra commencer à mettre sur la table des expériences de travail communes entre différents pays pour l'évaluation des solutions pour la pensée de notre vie qui ne peut pas être effacée, mais il faut les repenser parce que tout à fait. C'est un processus séculaire de stratification, donc on ne peut pas penser qu'on va effacer les villes et on va vivre dans un contexte rural. Il faut repenser la ville telle qu'elle et tout à fait. Bien sûr, il faut la réorganiser. Bien sûr. Donc, je voudrais une petite réflexion conclusive sur cette... Oui, merci. C'est très intéressant parce que ce qui se passe, nous, l'expérience que nous avons de coronavirus nous a un peu ouvert les yeux. Parce que beaucoup de gens se sont offusqués du fait que dès que la pandémie a commencé à prendre de l'ampleur, les pays se sont fermés. Tout le monde s'est recroquevillé, fermé et n'a plus pensé à ses voisins, n'a pensé qu'à lui-même. En coupant parce que c'est un mode de transmission, en coupant les relations, en arrêtant toutes les activités. Cela a même créé quelques drames. Des familles qui ont été séparées, aussi bien à l'intérieur du pays, à l'intérieur du Sénégal, on ne pouvait plus
quitter une région pour aller dans une autre région. On ne pouvait plus quitter un département pour aller dans un autre département. A fortiori, quitter le Sénégal pour aller en France ou en Italie. C'est hier que 150 Sénégalo-Italiens ont eu à affréter un avion pour rentrer en Italie parce que leur travail avait recommencé et leur patron avait menacé de les licencier s'ils ne se présentaient pas d'ici la fin du mois. Ils ont fait pression au niveau des autorités pour pouvoir affréter un vol spécial. Le vol est parti hier. Au niveau des relations entre les États, on a vu, dès que le professeur Éric Raoult de Marseille a dit que la maladie pouvait être soignée, en tout cas, tous les symptômes pouvaient disparaître avec l'association de deux médicaments, azithromycine et hydrochloroquine. Il y a eu une ruée énorme, même des États, sur ces médicaments. Il y a des États qui ont fait une OPA, une offre publique d'achat, sur ces médicaments pour les stocker chez eux. Je peux citer le Maroc, parce qu'il n'y a pas d'incident diplomatique. Je peux citer les États-Unis. Je peux même citer des hommes politiques français qui ont dit que les médicaments produits par la France sont pour la France en priorité et qu'ils n'exporteront aucun médicament qui puisse soigner le coronavirus. Donc, les gens ont eu peur. Toute cette solidarité qu'on pensait qui existait dans le monde, on a vu cette solidarité vraiment s'effondrer comme un château de cartes. Et on s'est dit, mais cette mondialisation, cette globalisation qui marchait, tout le monde aidait tout le monde était au chevet de tel ou tel, tombe à l'eau comme ça parce qu'il y a un petit virus, quelque chose qui est venu rentrer comme un grain de sable dans la machine et qui a révélé maintenant tous comment dire, en tout cas, l'attention des pays ne se sont retournés sur leurs propres nationaux que sur, par exemple, les voisins. Et nous avons vu que, heureusement que le Sénégal a une bonne école de médecine, heureusement que nous pouvons contenir pour le moment cette pandémie. Et encore, on se pose des questions parce que nous avons déconfiné et maintenant, c'est vraiment les activités reprennent, mais la courbe commence à augmenter. Bon, on ne peut pas ne pas travailler parce que notre économie va tomber, mais aussi, en ouvrant trop, on risque de fragiliser les populations les plus pauvres. L'autre révélateur de cette crise, on s'attendait à ce que les plus pauvres, vraiment des quartiers populaires, soient touchés les premiers. Et non, il n'en a pas été ainsi. Ce sont ce qu'on appelle les bourgeois qui ont été touchés les premiers. Parce que les bourgeois, ce sont eux qui voyageaient, ce sont eux qui ont des relations au plus haut niveau avec les Européens. Excusez-moi, on vous a accusé en disant que le virus nous a été transmis par les Européens. Et le premier mort que le Sénégal a enregistré, eh bien, c'était l'ancien président de l'Olympique de Marseille, le club de foot, Pape Diouf, qui est sénégalais et qui est mort au Sénégal et qui, à un moment donné, juste avant sa mort, quelques heures avant sa mort, avait demandé à ce qu'un avion le rapatrie en France et l'avion était à l'aéroport de Dakar en train de l'attendre. Mais il est décédé, malheureusement. Et donc, quand on regarde le profil des gens qui sont décédés, c'est plutôt les gens qui ont de l'argent qui sont morts pour le moment. On commence à enregistrer dans les quartiers populaires des cas et des morts, effectivement. Mais
cela a alerté l'État en disant que cette maladie qui frappe les riches, ils savent se mettre en quarantaine parce qu'ils peuvent s'enfermer chez eux. Ils ont des congélateurs, ils ont de la nourriture, ils peuvent rester chez eux sans problème, mais ce n'est pas le cas de des populations les plus pauvres. Et maintenant, le virus est dans les quartiers populaires, le virus est dans les zones les plus démunies, et cela nous interroge. Et après ces séquences, nous pensons qu'il faut, au niveau de l'OMS, qui se réunit aujourd'hui ou demain, je crois, nous devons repenser les relations entre le Nord et le Sud. Sur le plan économique, parce que nos économies ont été extrêmement fragilisées. Nous autres pays africains et anciens pays colonisés par la France, nous sommes extrêmement fragiles. Nous devons aussi repenser la coopération médicale et nous devons échanger nos expériences de gestion de cette crise, mais aussi nos expériences nous montrant, en tout cas, montrant les sociétés vivre et être résilientes. En tout cas, concernant cette maladie, l'Afrique ou le Sénégal a montré quand même que quelque part, il y avait une vieille tradition de pharmacopée et que cette médecine traditionnelle a permis un peu, dans les échanges, dans les réseaux sociaux, etc., a permis de montrer quelques pistes qui pouvaient renforcer les défenses immunitaires. Moi-même qui vous parle, je prends beaucoup de citron, de gingembre, je prends du miel, mais aussi de l'ail, plus une plante qui pousse chez nous, qui s'appelle, son nom scientifique, Combretum micranthum, qu'on appelle le quinqueliba, qui, paraît-il, renforce les défenses immunitaires. Et avec le capital que nous avons, parce que nous avons traversé beaucoup de maladies, de parasites, nous sommes dans une zone endémique pour le paludisme, la malaria, la fièvre jaune, Ebola, etc. Plus maintenant les remèdes qui nous viennent de la pharmacopée, je crois qu'il y a matière à échanger entre le Nord et le Sud sur nos expériences de résilience. Et vous avez aussi peut-être aussi des choses à échanger avec nous. Parce que nous avons adapté ou adopté le style de vie de l'Occident en construisant des villes à l'occidentale, mais en y vivant à l'africaine. On construit suivant vos modèles, mais on y vit une vie traditionnelle en ne respectant aucune norme. Et cela, je crois, doit nous amener à repenser l'architecture, nos architectures, l'architecture de nos maisons, les matériaux de construction dans les villes du sud du Sénégal. Avec le couvre-feu, le gouverneur qui est le représentant du Sénégal de la région de Tambacounda, qui est dans le sud du Sénégal, a demandé à l'autorité d'alléger le confinement pour que les populations puissent sortir et respirer. Parce qu'il faisait extrêmement chaud dans les maisons enfermées, il y avait entre 45 et 50 degrés. C'était intenable. Il fallait que les populations puissent sortir parce que tout simplement, on a laissé nos traditions de construction de murs en banco, en terre, pise, en herbe, mélange, etc. Et on a adopté le ciment, le fer, le zinc qui augmente la température. Et cela
nous amène à dire que est-ce que nous sommes dans le bon mode de développement? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à nos fondamentaux, réadapter nos villes et nos architectures pour pouvoir résister à ce genre de phénomène qui va, durant tout le 21e siècle, qui va revenir. Et si ce n'est pas Ebola, c'est coronavirus, Covid-19, eh bien, ce sera peut-être Covid-20, Covid-21 ou je ne sais quoi. Donc, il faut vraiment qu'on s'y prépare, qu'on réfléchisse à tout ça. Ok. Merci, Mamadou Diakhaté. Tu as posé enfin des questions sur lesquelles je pense et j'espère qu'on aura l'occasion de travailler et de réfléchir encore ensemble, parce que je pense que tu as posé des questions structurelles et donc qui nous portent à penser à réfléchir sur la nécessité d'une stratégie ancrée surtout à la connaissance locale des situations, des milieux, et voilà. Une petite note, le territoire de Ferrara, c'est un ancien territoire de malaria et a été un des territoires moins touchés par le coronavirus. Okay. Donc, aussi une question pour réfléchir. Voilà. Ouais. Bon, merci beaucoup pour cette confrontation et on aura souvent des autres questions pour se confronter sur cet aspect et aussi sur les autres que ces situations nous posent en tant que citoyens et en tant qu'architectes urbanistes qui travaillent sur les champs. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, ciao. Merci. Allez.